pas les faux pas, n'oublie pas les premiers pas vers la liberté. N'oublie pas, oh non, pas les faux pas vers la liberté. Il y eut le premier, on crut le dernier. Au nom de toute l'équipe, au nom de la coalition pour la Nouvelle République, nous avons l'honneur ce soir de dire merci aux populations d'Avon-Mbam. Avon-Mbam, merci. Ce soir, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous un des membres fondateurs de la coalition pour la Nouvelle République. C'est une chance. Nous avons donc là l'occasion, avec le directoire de l'Union nationale, de poser toutes les questions, de donner des orientations, d'échanger avec votre fils, notre principal orateur, Jean-Gaspard Nkoutoum Aïe. Cela dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter humblement à vous lever pour qu'on observe une minute de silence pour la mémoire de tous les combattants de la liberté qui sont partis avant nous. Je vous prie donc de vous lever pour une minute de silence. Merci. On a dit que c'est un cas d'échange. Le format que nous avons choisi est un format qui permet à tout le monde d'intervenir, de poser des questions. Nous avons donc la chance d'avoir ce soir un des pères fondateurs de la coalition pour la Nouvelle République. Nous avons la chance d'avoir le directoire de l'Union nationale et aussi Jean-Gaspard Nkoutoum Aïe qui est prêt à répondre à toutes les questions. À toutes les questions. Donc, je m'en vais. Je m'en vais inviter ici notre orateur principal pour son mot préliminaire. Sous vos applaudissements, Jean-Gaspard Nkoutoum Aïe. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je vais m'acquitter de 2 ou 3 obligations. Tout d'abord remercier toute l'assistance d'être venue participer à cette causerie. Je veux particulièrement réserver ou remercier mes aînés qui sont là. Le président Balo Chambrier, qui est non seulement un aîné, mais dans une vie antérieure, c'était mon chef au ministère des Finances, qui était ministre, associé, collaborateur. Je le remercie beaucoup de nous faire l'amitié d'être avec nous ici cet après-midi. C'est un honneur pour moi et pour chacun de nous. Je remercie Jean-Christophe. Malgré son humilité, c'est quand même le vice-président du Sénat. C'est un haut responsable de mon parti politique, l'Union nationale. Je le remercie aussi d'avoir pris un peu de son temps pour venir ici. Il a dû faire un voyage pour être avec nous. Je continue de remercier, même s'il est plus souvent là que d'autres, mon chef, Nino Sima, qui est secrétaire de mon parti. Ceci dit, avant de prendre la parole ici, puisque on nous a appris récemment que nous étions des Bantous, un bon Bantou, quand on arrive dans une assemblée, il est toujours recommandé de se présenter aux autres. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à un aîné qui, s'il avait encore été de ce monde, l'aurait peut-être fait pour moi, c'est M. Zeméphane, qui c'était son village ici. Donc je suis Jean-Gaspard Nkoutoum Aïe, de mon nom. Je suis, ou je me définis comme pupille de la nation. C'est quelque chose qui n'est pas courant.
il n'est pas utilisé, mais je me définis souvent comme ça. Pour mémoire, les pupilles de la nation ont été créées en France à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque l'État avait entrepris de prendre en charge les orphelins qui avaient perdu leurs parents au front et qui n'avaient plus personne pour s'occuper d'eux. Mon père, parce que c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas mort au front en tant que tel, mais c'est vrai que tout jeune, enfant, je me suis retrouvé sans père. Et c'est l'État qui, au fond, m'a aidé ou a aidé ma mère à me lever. C'est ça que je me définis souvent comme pupille de la nation. Et il faut souvent savoir où l'on vient. Je pense que c'est important. Et ce n'est qu'ainsi que je me présente souvent aux autres en disant que moi, je suis un homme qui pense qu'il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il y a eu un pays, un État qui a pris en charge ses enfants. Et c'est vrai que j'étais surpris au début des années 90 quand j'ai entendu un homme politique, Paul Barbet-Selo pour le citer, dire école cadeau, hôpital cadeau. Je disais à mes copains, mais ça a toujours été le cas. Et ils m'ont dit, ah, ça a changé depuis. C'est-à-dire qu'au fond, on réalisait à ce moment-là que l'école qui avait toujours été cadeau au Gabon ne l'était plus, l'hôpital qui avait toujours été cadeau ne l'était plus parce que les écoles publiques et les hôpitaux publics étaient tombés en désuétude et que les gens, pour accéder à ces prestations-là, devaient aller dans le privé. Je n'irai pas plus loin si ce n'est pour dire aux habitants d'Avorbam que je suis leur voisin, parce que je me suis établi avec ma famille au Carrefour Chichi depuis 2004, à peu près, que j'ai acquis une parcelle de terrain, et physiquement depuis 2013, parce que quand les banques ne font pas de crédit, construire une maison sur fonds propres, ça prend un peu de temps. Mais on y est arrivé avec le temps. Je n'en dirai pas plus particulièrement, si ce n'est que je suis militant de l'Union nationale depuis sa création en 2010, et donc politiquement, c'est ainsi que je me définis, et la présence du président Chamblier ici nous indique bien que cette Union nationale appartient à une coalition de partis politiques dont Héritage et Modernité, dont il est le président, les démocrates, et pour le changement, qui est notre parti politique. Je voulais donc que nous nous retrouvions ce soir, comme on l'a fait déjà en d'autres lieux de l'arrondissement, pour discuter de notre pays. C'est vrai que notre caravane s'intitule « Le Gabon et les élections ». Je voudrais que nous parlions de notre pays, le Gabon. Et si on a mis le Gabon et les élections, c'est pour une raison simple, que je peux dire de suite, même si on la développera après, qui est que les problèmes que notre pays rencontre viennent des élections. Et nous pensons aussi que la réponse aux problèmes que rencontre notre pays, ce sont encore les élections. Toute autre solution nous paraît aventureuse. C'est la meilleure. Je suis à votre écoute pour les entendre tout à l'heure. Je voudrais donc que nous puissions échanger sur ces questions-là. Échanger, pour moi, ça veut dire que chacun doit pouvoir se lever pour exprimer son point de vue, son opinion, éventuellement interroger les uns les autres sur les zones d'ombre, sur les choses qu'ils voudraient savoir. Et je voulais qu'on parle du Gabon, nous souhaitons parler du Gabon et nous le faisons depuis plusieurs semaines, parce que notre pays se retrouve dans de grandes difficultés. Je pense que ces difficultés sont nées en 2009, lorsque un de nos compatriotes a fait le choix de braquer les élections et de prendre le pouvoir. Elles se sont encore accentuées en 2016, lorsque ce même compatriote a de nouveau braqué les élections pour garder le pouvoir et pire encore, a massacré plusieurs dizaines de jeunes compatriotes. Ces compatriotes qui l'ont fait ont cru qu'il suffisait de le faire pour continuer et pour que tout aille bien. Il se trouve que ce qui s'est passé en 2016 non seulement nous a fait peur à nous-mêmes, mais a fait peur au monde entier. Tous les pays se
se sont un peu éloignés du Gabon. Ils se sont éloignés du Gabon politiquement et ils se sont éloignés du Gabon économiquement. Les opérateurs économiques sérieux qui étaient installés au Gabon ont plié bagage. Et même ceux qui sont encore là sont en train de l'envisager de manière sérieuse. De nombreux compatriotes ont perdu leur emploi de ce fait. Le budget de l'État lui-même s'est mis à fondre comme neige au soleil. Plus récemment, parce que je pense qu'en général, dans une discussion comme celle-ci, on aime à parler d'actualité. Pour une fois, eh bien, nos compatriotes ont reconnu qu'il y avait un grave problème. Ils l'ont dit. On parle d'austérité, parfois on change de terme. Et ils se sont autorisés à annoncer un certain nombre de mesures qui ont fait peur un peu à nos compatriotes. Parce qu'en général, si l'opposition dit que ça ne va pas bien, on se dit, bon, c'est l'opposition qui exagère toujours un peu. Mais celui qui est supposé vous dire que tout va bien, lorsqu'il vient vous dire que ça ne va plus bien du tout, mais tout le monde prend encore plus peur en se disant, si même lui dit que ça ne va pas bien, c'est que vraiment, on est en face d'un gros problème. Et lorsque le 21 juin, un conseil des ministres a osé reconnaître que notre pays avait des problèmes et qu'il fallait prendre des mesures, mais le pays a pris peur. Et je pense, à mon avis, que ce ne sont pas tant les mesures qu'ils ont annoncées qui feront du mal au pays, parce qu'en réalité, on commence à réaliser qu'au-delà des annonces, il n'en sera rien. Mais c'est l'effet de ces mesures sur la psychologie de nos compatriotes qui a été effroyable. Regardez la question des bons de caisse. Il faudra que nos compatriotes comprennent qu'avant de parler, il faut peut-être réfléchir un peu. Et que quand on est une autorité publique, avant d'annoncer une décision, il faut s'assurer de ce que cette décision peut se réaliser. Ils sont venus nous annoncer qu'ils vont économiser 70 milliards en mettant les fonctionnaires sur compte de caisse parce qu'en réalité, il y a tellement de fonctionnaires fantômes, Ils ont humilié les enseignants gabonais au stade d'Angongé, tout le monde l'a vu. Inutile de revenir dessus. Mais le 25 à peine passé que le 26, on pense qu'on peut faire le bilan d'une opération comme celle-ci. On pense que non, le 25 est passé, nous on est tellement intelligents. Mais dès le 26, on vous fait le bilan. Et on vous dit que sur les 42, les 42 000 fonctionnaires qui ont été recensés, il y en a à peu près 6 000 qui sont des fonctionnaires fantômes. Ce n'est pas responsable de dire ça. Parce que parmi les 6 000, il y a les fonctionnaires qui sont en poste à l'intérieur du pays, qui sont référencés à Libreville, qui attendaient leur paye à la fin du mois et qui ont constaté à la banque le 25 qu'il n'y a pas de salaire, ils sont en train d'arriver. Il fallait sortir de la liste. Il y a ceux qui sont en congé, parce que c'était leur mois de vacances, et qui n'ont pas eu les moyens de revenir sur Libreville et interrompre leur congé. Ils reviendront de congé. On va les réintroduire. Si on a 105 000 fonctionnaires, combien par mois vont en congé? Des milliers. Et quand c'est en plus la période de saison sèche comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai même envie de dire des dizaines de milliers. Tous les enseignants sont en congé en ce moment. Bref, on se rend compte que les 6 000 dont on parle risquent, si on est factuel et si on est sincère, d'être réduit à moins de 1000. Le reste étant les règlements de compte qui font qu'un ministre peut s'autoriser à dire à ses fonctionnaires: tu es fonctionnaire, tu es fantôme, tu ne dois plus venir au travail. Non, il faut que ces messieurs et dames aillent lire le statut de la fonction publique avant d'agir. Ils comprendront qu'un fonctionnaire est dans une position statutaire et qu'on ne peut pas lui dire tu ne viens plus au travail. On ne peut pas lui dire on te coupe ton salaire à la fin du mois. Non. C'est un peu plus compliqué que ça.
tout ce que notre pays va gagner de cette opération. C'est un lourd contentieux devant le Conseil d'État qui va venir alourdir l'ardoise qui déjà est suffisamment lourde là-bas. Les grands gagnants, c'est eux-mêmes. Comme je dis aux gens, c'est mon métier qui m'amène souvent à cette observation. Posons-nous la question simple. Qu'est-ce que cette opération a coûté à l'État? L'État a loué des tentes pour faire des pauses café, a acheté des applications informatiques, mis à disposition des agents qui ont touché des périodes. Mais à qui appartenaient les tentes? À qui appartenaient les pauses café? À ceux-là même qui nous disent qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Même quand l'État va mal, ils viennent se nourrir sur la tête. Même quand l'État va mal, ils viennent se nourrir sur la tête. Lorsque nous faisons reproche à nos compatriotes, ce n'est pas une question personnelle. Je m'amuse à dire, c'est personnellement un problème. On est en mesure d'austérité, pendant que l'un loue une maison à 15 millions par jour, l'autre achète 3 voitures à 650 millions. C'est ce reproche-là que nous faisons à nos compatriotes. En disant notre pays va mal. Vous venez vous-même d'avouer que notre pays va économiquement et financièrement mal. Mais vous vous comportez comme si, au fond, tout allait bien. Vous n'avez pas dit. Et même quand tout va bien, moi, 650 millions, ce sont des montants qui déjà ne me parlent plus, tellement c'est astronomique. Mais eux, ça ne leur pose pas de problème. Je disais cela tout à l'heure, que nous pensons, nous, que les élections sont la cause des problèmes de ce pays. Parce que ces compatriotes se comportent ainsi, à notre endroit, à l'endroit de leurs compatriotes, parce qu'ils ne leur doivent rien, ils ne leur sont redevables de rien. J'ai là en face de moi 2 personnes rompues aux élections. Ils savent ce qu'on doit à un électeur. Ils savent combien on respecte un électeur. Mais quand quelqu'un est au pouvoir parce que ce n'est pas le vote qui l'a conduit au pouvoir, il n'a aucun respect pour les citoyens qui sont de potentiels électeurs. Leur comportement vient de cela et je maintiens que tant que dans notre pays, les dirigeants ne seront pas des femmes et des hommes que nous avons choisis, eh bien, les dirigeants de ce pays ne respecteront pas. Ils iront jusqu'à tuer pour garder le pouvoir, mais ils ne respecteront jamais le pays dans l'exercice du pouvoir. Il y a beaucoup de limites de compétences dans ce qu'ils font, mais il y a surtout fondamentalement le fait qu'ils ne sont redevables de rien à l'endroit des Gabonais. Ils savent que quand on a demandé aux Gabonais de choisir leurs dirigeants, ils se sont présentés aux Gabonais, les Gabonais ne les ont pas choisis. Donc ils nous en veulent même un peu, parce qu'on ne les a pas choisis. Voilà pourquoi les élections sont la cause de notre problème. Après, une fois qu'on a déterminé les causes, on cherche souvent les solutions. On cherche les solutions. Moi, je pense, et les formations politiques de la coalition pensent, que les élections sont aussi le début de la solution. Non pas que les élections vont régler en elles-mêmes le problème. Les élections vont mettre à la direction du pays des femmes et des hommes qui seront redevables de leurs compatriotes et donc serviront leurs compatriotes. Si nous ne commençons pas par cela, rien ne marchera. Vous pouvez regarder la plupart, sinon tous les pays du monde. Je ne connais pas un pays qui ait une démocratie et où on a connu une famine. Je connais des démocraties, il y a des catastrophes naturelles. Mais une famine, nous sommes sous les dictatures ou dans des pays en guerre. Mais une démocratie en temps de paix, vous n'entendrez jamais qu'il y a une famine. J'ai souvent à l'esprit 2 pays qui chaque année vivent les pires catastrophes, les États-Unis et l'Inde. Quand la saison des ouragans et des typhons commence, alors on leur donne souvent des prénoms de garçons ou de filles, on choisit une lettre dans l'année. Vous avez l'impression que les États-Unis sont rasés à jamais. 6 mois après, c'est comme si c'était rien passé. Il y a de la pauvreté en Inde. Il n'y a pas de famille. Je pense que la démocratie, c'est le modèle
vers lequel nous devons essayer de converger et nous devons nous donner les moyens pour cela. Notre peuple et chacun de nous est meurtri par ce qui se passe depuis de longues années, par ce qui s'est passé en 2016. Je vous dois la vérité, on n'a pas d'autre choix que de continuer. C'est pénible, c'est difficile, c'est agaçant, c'est révoltant. Mais faisons ce choix-là. Faisons ce choix-là. Faisons ce choix-là parce que nous devons commencer par réconcilier notre pays si nous voulons le construire. Si nous ne réconcilions pas notre pays, si nous ne nous mettons pas en situation de nous accepter tel que nous sommes, ça ne marchera pas. Pour nous accepter tel que nous sommes, il faut que nous allions aux élections. Que nous ayons 2 compatriotes, 4 compatriotes, 6 compatriotes en concurrence. Qu'on en choisisse un. Que celui qui est choisi soit félicité par ceux qui n'ont pas été choisis. Et que ceux qui n'ont pas été choisis lui disent, écoute mon ami, on t'a à l'œil. Et que ceux qui ont voté lui disent, mon ami, on t'a à l'œil. C'est comme ça que ça marche. Et si, à la fin de son mandat, ça n'a pas marché, on lui dit, l'ami, oui, ça n'a pas marché, libère la place. Et ainsi de suite. Si on n'a pas cela, le reste ne sera pas possible. Notre pays a un merveilleux potentiel, humain d'abord, naturel aussi. Mais chez moi, l'humain compte le plus. Mais comment développer le potentiel humain de notre pays si le pays ne serait pas en situation de le faire? On vit ici à Tanda, moi je le vois. Ceux qui sont à Libreville ne le voient pas trop. Venez dans les restaurants d'Atanda, vous verrez de très beaux restaurants tenus par de jeunes Gabonais. Vraiment, vous vous croiriez dans un restaurant quelque part dans toute affaire occidentale. Ils épousent 1000 peines. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas le voir. Le restaurant, c'était ou bien à Papa Union, chez qui vous savez, ou bien à l'Antre de Marcus, chez qui vous savez aussi. Mais un jeune Gabonais qui pouvait vous offrir un bon déjeuner ou un bon dîner dans un restaurant, on pouvait penser que ça n'existe pas. Oui, ça existe. Vous avez des instituts de beauté. Comme ici c'est un peu vide, donc ils osent venir créer des choses ici. Et ils vous montrent que notre pays a des talents qui demandent à être développés. La dernière fois, professeur, puisque je peux vous appeler ainsi l'économiste moderne, est-ce que vous connaissez un entrepreneur gabonais qui est milliardaire? Moi, je n'en connais pas. Mais dans tous les pays que vous avez parcourus, je crois que vous en avez vu. Notre pays n'en a pas. Ça veut dire qu'au fond, on ne permet pas aujourd'hui à un jeune Gabonais qui a du talent de créer une entreprise, de prospérer. Je vous le dis, j'ai vu à Cotonou un monsieur qui était assis à côté de moi en descendant de l'avion. Il monte dans une Rolls Royce, on me dit c'est monsieur vend de 1000, c'est pas bon. Au Gabon, vous ne pouvez pas voir ça. Si on demande que notre pays change, c'est pour qu'on puisse voir cela. C'est pour qu'on puisse voir un jeune Gabonais qui décide de faire un restaurant, d'avoir un grand restaurant, qui décide d'avoir une boulangerie, d'avoir 2, 3, 8, 10 boulangeries. Je vous le disais, nous avons choisi les élections. Nous avons choisi d'aller aux élections. Cette année, 2 élections sont annoncées. Bon. En attendant pour les municipales, on ne discute pas longtemps, hein, ils vont partir. Donc ça, on ne va pas débattre. Ils ont montré ce qu'ils savent faire. Donc eux, ils vont partir. Leur question est, à mon avis, déjà réglée par les populations. On attend juste le jour du vote. Donc ça, c'est pas un... Il y a les législatives. C'est un peu plus compliqué parce que là, ça se joue sur tout le pays. En 2016, de longues années, les Gabonais demandaient que l'opposition soit unie pour aller aux élections. On n'y arrivait pas. En 2016, on y est arrivé. Ce n'était pas facile. Professeur Chamblier, Docteur Zima, nous on y a passé 4 nuits. Mais on y est arrivé. Et si aujourd'hui on peut dire que Jean Ping est président et qu'il a été élu par les Gabonais, c'est aussi parce que nous sommes parvenus à nous asseoir, à sortir et à présenter aux Gabonais un candidat unique. Ça a marché. Et quand ça marche, il faut choisir ce qui marche.
Nous avons donc choisi d'aller à ces élections avec des candidats uniques sur les 143 sièges que compte le pays. Un siège, c'était déjà très compliqué. Et c'était en plus des adultes qui avaient une grande expérience, une grande sagesse. Là, c'est 143 sur tout le pays. Et je peux vous garantir que là, il y a moins de sagesse qu'en 2016. Donc, c'est compliqué. Mais on essaye, on est dessus. Ceux qui sont chargés de cela, quand ils ont encore les cheveux, les perdent. Quand ils n'en ont plus, ils sont certains qu'ils ne pousseront plus jamais. Mais on se bat pour ça, pour qu'on puisse aller à ces élections avec 143 candidats uniques sur les 143 sièges. Ne nous en voulez pas si on s'arrête à 100 ou à 120. On aura fait le maximum. C'est ainsi qu'on va aller aux législatives. On veut aller aux législatives parce que si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, pour faire court, nous avons la direction du pays. Nous pouvons commencer à amorcer la reconstruction de notre pays. Ça ne s'arrêtera pas là, mais ça peut commencer par là. Et nous avons fait le choix de commencer par là, en allant à ces élections. Je le disais la dernière fois, nous n'allons pas aux élections pour le plaisir d'y aller. Mais je pense que, vu l'état du pays aujourd'hui, ne pas y aller, c'est se faire complice de ce que nous dénonçons. Nous ne voulons pas être complices de cela. Oui, l'adversaire, parce que ça reste des compatriotes, donc des adversaires, c'est un tricheur. On sait que c'est un tricheur. Mais maintenant qu'on sait que c'est un tricheur, on va surveiller. On sait déjà surveiller le tricheur. S'il a été obligé de tuer des gens le 31 août, c'est parce qu'il n'a plus pu tricher. Il a essayé de tricher. Ici à Kanda, on a proclamé les résultats, il n'a pas pu tricher ici. Il a perdu dans tous les bureaux de vote. Quand Ping avait 70 voix, il avait 30. On a proclamé dans tous les bureaux de vote. Il n'a pas pu tricher. 8 gouverneurs successifs ont dit qu'il avait perdu. Donc même les gouverneurs qu'il avait nommés pour venir dire qu'il a gagné sont venus dire « Papa, là c'est compliqué, tu as perdu ». Donc on sait surveiller les élections et il faut qu'on y aille parce qu'on est capable aujourd'hui d'aller à des élections et être certain d'une chose, c'est que ce qui sort des urnes, c'est ce que les Gabonais ont exprimé. Et nous voulons aller à l'Assemblée parce que c'est à l'Assemblée qu'on décide au nom des Gabonais de ce que nous faisons de notre pays. C'est l'Assemblée qui vote la loi. Voter la loi, c'est décider des règles communes pour vivre ensemble. Voter la loi, l'une d'elles, la plus importante, qui est la loi de finances, qu'on appelle le budget, c'est décider de ce qu'on va privilégier entre construire une école et faire une course de bateau. C'est à l'Assemblée qu'on décide de cela d'abord. Et c'est à l'Assemblée qu'on vérifie que l'école qu'on devait construire a été construite. Et que la course de bateau qu'on a refusée n'a pas eu lieu. C'est à l'Assemblée qu'on prend ces décisions-là. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut d'abord que nous acceptions d'aller à l'Assemblée et d'être majoritaire à l'Assemblée. On nous dit qu'il y a trop de fonctionnaires au Gabon. Moi, je ne sais pas. Vous savez, quand j'étais jeune fonctionnaire, Père à son âme, Pierre Clavin se mettait ministre de la fonction publique. Et un jour à Oyem, il me dit, vous venez dire que vos salaires ne sont pas élevés. Pour toi, c'est quoi un bon salaire? Je dis, mais moi, c'est simple. Le bon salaire, c'est celui qui me permet de payer un loyer, de prendre un crédit pour acheter une voiture, de payer le téléphone, de payer l'électricité, de scolariser mes enfants. Si le salaire ne le permet pas, donc ce n'est pas un bon salaire. Il y a trop de fonctionnaires, Jackson. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants au Gabon? Si on me dit qu'il y a trop d'enseignants, alors on va diminuer le nombre d'enseignants. Si on dit qu'il y a trop de médecins, on diminue le nombre de médecins. Si on dit qu'il y a trop de militaires, on n'est pas en guerre. Hein. Donc, on peut diminuer le nombre de militaires. Ce n'est pas seulement de venir, il y a trop de... Et on va nous comparer à nos pays voisins.
On dit non, mais au Gabon, il y a 50 fonctionnaires pour 1000 habitants, alors qu'au Cameroun, il y a tant, au Congo, il y a tant, en Guinée, il y a tant. Ils ne sont pas à l'OCDE. L'OCDE, c'est les pays développés. Donc, on nous cite des pays qui, comme nous, sont en train de chercher les voies et moyens de s'en sortir. Et c'est ça le modèle qu'on nous présente. Non. Qu'on ne fasse pas injure. Moi, je ne pense pas que globalement, il y a trop de fonctionnaires au Gabon. Moi, je ne le pense pas. Et j'ai aussi envie de dire à ces messieurs que les fonctionnaires ne doivent pas être regardés comme un coût. Moi, je suis père de famille. Payer l'école de mes enfants, c'est un investissement. Ma mère, aujourd'hui, a plus de 80 ans. Eh bien, elle s'en fout de la pension de retraite parce qu'elle a envoyé ses enfants à l'école. Donc, elle a investi. Pourquoi est-ce que dans la fonction publique, on va bien dire que les enseignants, ce n'est pas un investissement, c'est une charge? Moi, un enseignant, c'est un investissement pour le pays. Un médecin, c'est celui qui nous permet d'être en bonne santé. En quoi c'est une charge? Ce sont ces débats-là que nous devons avoir quand on va à l'Assemblée. De dire, est-ce que telle ou telle chose nous convient? Si on est d'accord, on en parle. Nous avons demandé un débat public sur le plan d'austérité en disant, vous pensez qu'il y a un problème? Oui, asseyons-nous, parlons-en. Non. Circuler, il n'y a rien à voir. Nous, on sait ce qu'on fait. Ça ne mènera à rien. Moi, je dis aux fonctionnaires qui pourraient être là, n'ayez peur de rien. Il n'y aura aucune coupure de salaire. N'ayez peur de rien, il n'y aura aucune baisse de salaire. S'ils étaient un peu connaisseurs de la fonction publique, ils sauraient qu'on ne baisse pas les salaires des fonctionnaires en criant ça à la RTG. C'est un peu plus compliqué que cela. Vous savez, en quelques-uns ici, le jour où on nous a demandé d'augmenter le SMIC au Gabon, on a réalisé que c'est une chose de le dire, on augmente le SMIC. C'est une autre de dire comment on écrit que le SMIC va augmenter. Celui qui travaille la nuit, ça augmente comment? Celui qui travaille 4 heures par jour, ça augmente comment? Celui qui n'était pas au SMIC, mais qui gagnait 75 000. Là, tu dis que le SMIC est à 80, lui, il passe à combien? On va voir, aucun salaire ne va baisser. Peut-être leurs indemnités, mais aucun salaire de base de fonctionnaire ne peut baisser parce qu'on a décidé à la télévision que ça va baisser. Bref, je voulais vraiment qu'on échange sur l'ensemble de ces questions et d'autres questions que je pourrais ne pas avoir évoquées. Je vais donc laisser à Nazaire le soin de donner la parole aux uns et aux autres. Mais vraiment, exprimez-vous. Hein. Personne n'est juge de quoi que ce soit ici. Exprimez-vous librement. On vous écoute, on est prêt à vous écouter. Moi, je prends même des notes. Et puis, si on a besoin, s'il est nécessaire qu'on vous réponde, on vous répond. Je vous remercie. Monsieur Jean-Gaspard Ndjoutoumai a donné le ton de la discussion. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas. Le micro à celui qui veut prendre la parole. Il faut simplement se présenter et soit faire une suggestion, faire une proposition, faire une contre-proposition. On est là entre nous. Nous avons la chance d'avoir le directoire de l'Union nationale. Nous avons la chance d'avoir un des membres fondateurs de la coalition pour la Nouvelle République, au cadre de bien choisi. On peut se parler librement. Qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Merci, notre petit viens ici. Tu te présentes et... Bonjour, messieurs et dames. Je suis Boï Mangoma Van Glen, jeune du quartier à Borban. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir quel est encore, je ne sais pas, quel encore le rapport entre l'Union nationale et la coalition pour la Nouvelle République. J'aimerais savoir si effectivement il y a encore coalition ou bien, je ne sais pas, les séparer. Parce que je vois M. Jean Yémigo, par exemple, qui nous fait comprendre que lui, il n'ira pas aux élections. Il n'est pas y aller, sachant très bien qu'il était effectivement membre de l'Union nationale. Je sais également que l'Union nationale a soutenu Jean Ping jusqu'au bout.
Tout ça, c'est pas faux. Mais aujourd'hui, disent qu'ils partent aux élections. Jean-Pierre et l'autre partie de la coalition disent qu'ils ne partent pas. Je veux savoir quel rapport ils ont encore ensemble. Si effectivement il y a encore la coalition, il faudra appeler une autre coalition. C'est ça ma question. Je vais intervenir. Merci madame, merci. Le temps est lancé. Quelqu'un d'autre prend le micro. Une dame, un jeune homme, quelqu'un qui veut prendre la parole. Je vais essayer de répondre. Je crois qu'il y a plusieurs questions à l'univers. Est-ce que l'Union nationale est dans la coalition? Moi, je suis militant de l'Union nationale. Le président Barreau Chambrier, qui est d'Héritage et Modernité, est du Rassemblement Héritage et Modernité. Nazaire lui-même est militant du Rassemblement Héritage et Modernité. Elsa Bokando, qui est là, est pour le changement. Nous sommes toujours dans la coalition. Et si l'Union nationale n'était plus dans la coalition, alors soit Héritage et Modernité aussi n'est plus dans la coalition, auquel cas on est là entre personnes qui sont sorties de la coalition, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes l'Union nationale, comme tous les partis qui ont été allés aux élections, membres de la coalition. Votre deuxième question, c'est de dire comment est-ce qu'on va aux élections alors que le président Jean-Pierre et les autres partis de la coalition ont décidé de ne pas y aller. Je vais d'abord rectifier une chose. Je n'ai jamais entendu ou lu le président Jean-Pierre dire qu'il allait aller aux élections. Et je n'ai jamais entendu ou lu le président Jean-Pierre dire qu'il n'allait pas aller aux élections. Moi, j'étais porte-parole de Jean-Pierre. Ça peut être facile pour moi de venir avant moi pour dire, vous voyez, si je parle, c'est que Ping est d'accord. Mais je n'aime pas ça. Parce que la décision d'aller aux élections, elle a été prise au sein de mon parti politique, comme au sein des autres partis politiques, et que je n'ai pas à inclure Jean-Pierre dans une décision à laquelle il n'a pas été associé comme acteur. Lorsque la question des élections législatives s'est posée à la coalition, les partis politiques sont venus trouver le président Jean-Pierre pour dire au président Jean-Pierre, il faut qu'on discute de la question de notre participation aux élections législatives. Le président Jean-Pierre a dit, effectivement, vous devez en discuter. Mais je laisse le soin à chaque formation politique d'en discuter à son sein et de prendre d'abord sa décision. Après, on va se retrouver. C'est ainsi que les différents partis politiques se sont retrouvés en leur sein pour décider ou non d'aller aux élections. L'Union nationale a décidé d'aller aux élections. Héritage et Modernité a décidé d'aller aux élections. Les démocrates ont décidé d'aller aux élections. À l'époque, Union et Solidarité de Moukani Ouakou avaient décidé d'aller aux élections. Lorsque nous nous sommes retrouvés entre partis politiques de la coalition, le président Ping n'était pas là. Ça se passait à son domicile. Nous ne sommes pas tombés d'accord. Ceux qui ne voulaient pas aller tenaient mordicus à ce que personne n'y aille. Et ceux qui voulaient aller, comme nous disions non, chacun est libre, comme parti politique, d'y aller. Lorsque le président Ping a été consulté sur la question, sa réponse a été de dire ceux qui partent, il faut gagner. Ceux qui partent, il faut gagner. Mais respectez ceux qui ne partent pas. Et ceux qui ne partent pas, respectez ceux qui partent. C'est moi tout qui vous le rapporte. Celui qui conteste cela, qui vient le contester. C'est ça la réalité. Donc, il faut que les gens cessent de se balader dans le libre vue dans le Gabon en disant le président Ping a dit qu'il ne part pas aux élections. Il n'a jamais dit ça.
Il n'a jamais dit d'aller aux élections. Il n'a jamais dit non plus de ne pas aller aux élections. Il a dit à ceux qui ont choisi d'aller aux élections de gagner les élections. Et il a demandé à tout le monde de se respecter dans les choix qui ont été faits par les uns et les autres. C'est cela. Et comme je vous le dis, celui qui le conteste, il vient me le contester. Chers amis, nous sommes au corps de garde, on peut tout se dire. Donc, celui qui veut prendre la parole, le micro ouvert. Merci. C'est un plaisir et un honneur aujourd'hui. Je ne veux même pas d'abord prendre la parole en tant que, évidemment, en tant que démocrate, je suis conseiller national en ce qui concerne le deuxième arrondissement, la campagne. Seulement, je suis né ici et je suis âgé ici. Et ensuite, je fais la politique depuis quand même, ça va longtemps, depuis 90. J'étais dans le Morena. C'est devenu après Morena des Bûcherons. Ensuite, après RPG. Et j'ai vu que la chaise vide, évidemment, ça ne payait pas. Je préfère le dire d'office parce que c'est comme ça. Seulement, je me dis que j'ai toujours eu à le dire parce que la démocratie, ce n'est pas compliqué. Vous avez une maison où vous avez votre femme. Vous avez 100 000 francs. Vous dites à votre femme, ma chérie, vous voyez, vous avez cette gazinière-là qui ne donne plus bien, il y a déjà certainement 2 feux qui ne donnent pas. Et je préfère acheter une autre gazinière, pour dire simplement. La femme va vous dire, mon chéri, tu vois, est-ce que tu ne vois pas la chambre des enfants qui coule? Parce que là-bas, il faut changer peut-être 2 tôles. C'est plus rapide, c'est plus important par rapport à la gazinière, parce que je peux encore supporter cela pendant 2 ou 3 mois. Ce qui est plus urgent, c'est certainement la chambre des enfants qui est là. Et qu'il faille d'abord arranger. Ça, c'est la démocratie. Vous êtes dans la même maison. Est-ce que vous allez renvoyer votre femme pour cela? Vous direz, ah bon, donc ça, c'est une meilleure idée. C'est comme ça dans tous les autres pays. Quand on est opposant, on n'est pas forcément contre le parti qui est là. Mais on donne des idées en disant que lorsque vous prenez une décision générale, ça doit être d'abord certainement discuter quelque part et voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à l'urgence qu'il y a. C'est comme ça que moi je vois les choses. Mais malheureusement, par exemple, en Afrique, quand on est contre le régime en place, on se dit on n'est pas pour moi. Alors que c'est pour construire le pays, les décisions se font comme ça. Là. Parce que lorsque le pays qui est, disons le parti, pour prendre une décision, il faut consulter les autres, c'est-à-dire l'opposition, pour voir ce qu'il y a le mieux à faire par rapport à notre pays. Et c'est comme ça que moi je vois les choses. Vous savez, j'ai discuté avec un Français qui m'a dit, moi, monsieur Tutungo Kal, tu ne comprends pas au Gabon. Et pourtant, vous avez la latérite. Vous avez le gravier. Vous avez le sable en abondance. Vous avez même le ciment. Et vous avez du pétrole. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas les routes? Je lui ai dit, mais c'est par rapport à la volonté. Certainement, nous n'avons pas la volonté nécessaire pour pouvoir faire les routes. Parce que nous avons ce qu'il faut, mais je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas de routes. Est-ce que vous, Français, vous êtes d'accord pour les routes?
Parce que, vous voyez, moi je dis ceci. Lorsque Mbabo, par exemple, a donné le boycott, après la conférence nationale, c'est la première fois que j'entendais cette chose. Moi, je ne savais pas ce que ça pouvait dire boycott. Je n'avais jamais entendu parler. Lorsqu'il est venu là-dessus, tu ne sais pas si on a gagné quelque chose là-dedans. Et on est toujours là. Parce que, moi je dis, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons vécu une élection où tout le monde sait que l'on soit du côté de la nation ou du côté hors de la nation, c'est-à-dire à l'international, tout le monde sait que le PDG n'a pas gagné les élections. Et je crois que le président a tout fait pour qu'il n'y ait pas, évidemment, effusion de sang. Malgré ce qui s'est passé dans son QG, nous le savons tous, mais il a dit, bon, de toute façon, nous allons voir ce qui va arriver après. Il a demandé à ce qu'on revoie les choses en face, mais cela n'a pas été donné. La Cour constitutionnelle a donné ce que ça a donné, et nous nous retrouvons là. Mais que faire? Évidemment, je vous dis sincèrement, mes chers frères, mes chères sœurs, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de prouver de plus en plus que ce que nous avons fait en 2016 doit être réalisé maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque nous allons aller à l'Assemblée nationale, prouver à l'international et aux jeunes tous que ce que nous avons fait, ce n'est pas du mensonge. Et moi je vous le dis, parce que j'ai une expérience là-dessus. Et moi, je demande surtout aux jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vous qui êtes les plus lésés. Moi, je suis retraité, ça fait 12 ans. Mais quand je vois ce qui se fait maintenant par rapport à vous, il paraît que il y a d'ici 3 ans, vous ne pouvez pas avoir de fonctionnaire malgré vos diplômes. Et si, ça c'est, vous voyez, c'est avant les élections. Qu'est-ce qui peut être fait si, évidemment, le PDG gagne les élections? Ça c'est, maintenant nous sommes à la campagne, ils prennent déjà des décisions négatives comme celle-là. Oui, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que ça peut être si ils étaient majoritaires à l'Assemblée? Parce que là, nous sommes en campagne, en pleine campagne. Je ne sais pas si le PDG peut venir raconter les jeunes. Je ne sais même pas. Je vais être bref, mais moi je me méfie de ces dépendants. Parce que dernièrement j'ai reçu à la maison de chez moi les indépendants qui sont au pouvoir en disant que ceci et cela est comme ça. Ils vont même demander d'être avec eux. J'ai réfléchi, je dis, j'ai peur de cette chose parce que le PDG n'ayant pas cette possibilité de pouvoir évidemment s'engager de façon concrète en disant à la population, voilà ce que je veux, puisqu'ils n'ont rien à proposer, du moins pour le moment. Ils vont vous proposer, parce que quand ils gagnent à l'Assemblée, ils vous diront, de toute façon, ce que j'ai dit, maintenant il n'y aura plus de fonctionnaire, il n'y aura plus rien, et davantage, je m'en fous de vous, je fais ce que je veux. C'est ce qui doit arriver. Et ils sont obligés de vous mettre en évidence cette chose qui est qu'on appelle indépendant. J'aime être clair là-dessus. Méfiez-vous. Parce que c'est le PDG qui va venir, ils vont leur donner les possibilités nécessaires et en disant votez pour eux parce qu'ils sont parentés à ceci, parentés à ça. Merci. Chers amis, le débat est ouvert. Le temps est lancé. Mesure dite d'austérité pour lequel on veut faire payer ceux qui n'ont rien à voir avec tout ce désordre, toute cette gabegie qui fait que aujourd'hui on veut utiliser les fonctionnaires comme bouc émissaire
de l'échec patent de leur politique. Et là, nous devons dire non, ça ne passera pas. Voilà. Ça ne doit pas passer. Parce qu'il n'est pas question que ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui tirent le diable par la queue, puissent effectivement trouver des compensations sur le dos des autres. Et personne ne va accepter que son salaire soit diminué. C'est anti-économique. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir revoir cela. Et s'ils avaient un peu de sagesse, ils n'auraient pas pris ces mesures de manière précipitée, sans concertation, comme vous l'avez bien dit. Et nous devons soutenir les efforts de tous les syndicats qui sont contre ces mesures, en commençant par Dynamique Unitaire. Voilà. Alors, par rapport au président Ping, je pense que Jean Gaspard a bien répondu. Le président Ping n'a jamais dit qu'il était contre les élections. Lui, il a été élu à un certain niveau. Bon, nous estimons que c'est le rôle des partis de faire ce qu'ils ont à faire. Et le pouvoir législatif, c'est un autre pouvoir. Nous ne pouvons pas faire l'impasse là-dessus. Et il y a d'autres raisons qui font que si nous baissons la garde devant les PDGistes ou tous les autres qui gravitent autour d'eux, ça veut dire que nous voulons un suicide collectif. Il faut signifier à ces gens-là leur licenciement définitif une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que nous devons soutenir cette coalition. Alors, je voulais dire que nous travaillons avec le docteur Nino, avec Jean Gaspard, Jean-Christophe et tous les autres responsables politiques de l'Union nationale, des démocrates, du Rassemblement Héritage et Modernité et même pour le changement. Nous travaillons pour dégager des candidats qui puissent effectivement refléter notre cohésion, qui puissent faire en sorte que nous soyons toujours dans la voie de l'unité, d'une dynamique unitaire. Bon, je reprends ça. C'est très important. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver dans le cadre des élections législatives et dans le cadre des élections locales. Et puisqu'ils veulent essayer d'escamoter les choses et de faire en sorte que les élections se tiennent à la fois les législatives et les locales en même temps ou au deuxième tour, eh bien nous verrons. Ils veulent aller aux élections, mais allons-y banco. Nous sommes prêts et nous serons prêts le moment venu. Il n'y a pas de raison que du fait des sondages qui leur sont défavorables, où ils invoquent des raisons pécuniaires, mais en réalité tout cela c'est des faux semblants. Ils ont peur d'aller aux élections et ils essayent de gagner du temps en pensant nous prendre au dépourvu. Et nous devons tout faire et je me réjouis de ce que le président Zachary Boto est aussi dans cette optique de faire en sorte que, d'ailleurs c'est lui le véritable père fondateur de la coalition. Il faut rendre à César ce qui est à César. Bon, je ne voulais pas monopoliser
la parole, je voulais vous remercier de l'accueil que vous nous réservez et vous féliciter vraiment pour cet esprit de débat contradictoire qui est important. Et vous dire que pour nous, Jean Gaspard, c'est une valeur sûre de l'opposition, avec beaucoup d'autres ici, le docteur Minon, le Jean-Christophe, tous ces jeunes, toutes mes sœurs qui sont là, Madame Tati, Flavienne, que je vois là-bas, du 4e, coucou. Bon affaire. Oui, mais j'arrive. Attends. Voilà. Et dire que nous devons être convaincus. Il faut que cela se multiplie. Il faut vous démultiplier pour le temps qui nous reste. Pour que les uns et les autres comprennent que nous n'allons pas aux élections pour nous ou pour un bénéfice personnel, mais nous le devons pour les nouvelles générations, pour leur laisser un espace qui soit porteur, qui soit plus favorable. Ça, c'est très important. C'est très important. Donc, merci de votre attention. Bonne continuation, bon courage. Vive notre coalition. Si on doit la rebaptiser, nous verrons le moment venu. Mais pour le moment, nous sommes une coalition et nous sommes fiers de cela. Nous devons être fiers et continuer le combat. On tombe, on se relève. D'ailleurs, on n'est pas tombé, on a gagné les élections. C'est les autres qui ont triché. Faisons en sorte qu'il n'ait plus d'espace pour continuer à tricher et que vive donc notre association, notre partenariat entre les différents partis qui sont là et d'autres qui vont nous rejoindre. Merci beaucoup et bravo. Merci. Je voudrais d'abord parler de l'élection de M. Michel Bonga. Qui, non, parce que il fut un collaborateur proche du président, non, pas de Bétling, de M. Chablier, comment dirais-je, l'héritage de modernité. C'est-à-dire que c'est les anciens pédécistes. Mais finalement, on n'a pas compris. Il a changé de veste. Puis après, il est retourné, n'est-ce pas, à la case départ. En politique, pour vous qui avez fait des études politiques, je crois que quand on est radical, on reste radical. N'est-ce pas? Monsieur là, je veux quand on est radical, quand on change un camp, on reste à ce camp. Du cœur. Comme on a l'habitude de dire au Gabon, voilà, c'est ça, non? C'est le mot qui est en place là. On va encore faire comment? Héritage et modernité. C'est un bras, n'est-ce pas?
du PDG. Je m'excuse. Bon, bref, on coupe. Les prochaines élections législatives que le peuple attend, que nous attendons, jusqu'alors, nous n'avons pas ni date, ni... On ne sait pas si c'est déjà programmé. Monsieur Ping, élu démocratiquement, il n'a jamais prêté serment. Et le peuple est là. Le peuple vous attend. Et le peuple est prêt. N'est-ce pas? Le peuple est prêt. Ceux qui ont peur, tant pis pour eux, ils ont peur. Mais il y en a qui sont prêts. Prêtera-t-il serment ou pas? Mais les élections législatives qui seront organisées par le système en place, on ne comprend rien. N'est-ce pas? Monsieur le Président, excusez-moi, moi je voulais tout simplement savoir comment tout ça là, tout cet imbroglio politico-juridico, comment ça va se passer? Politico-juridico. Je m'excuse. Je m'excuse. Très brièvement, il a bien parlé, notre ami. Il faut le féliciter parce que il était bien inspiré, il a bien médité son affaire. Bon, dans tous les partis, il peut arriver qu'il y ait des divergences entre les individus, entre les personnalités, sur la manière d'entrevoir l'avenir. C'est ce qui est arrivé avec Michel, bon, qui est un aîné, mais pour lequel nous gardons nos sentiments fraternels, mais nous avons des divergences politiques de fond. Et il est parti au gouvernement à titre individuel. Ça ne nous concerne nullement. Ce que nous devons tirer comme leçon, c'est que dans les partis, il faut laisser s'exprimer l'expression des uns et des autres. Mais la direction du Rassemblement Héritage et Modernité, elle est claire. Nous avons reconnu Jean Ping comme vainqueur des élections. Nous ne pouvons pas nous retrouver sans accord de gouvernement préalable, sans direction claire à la table de M. Ali Bongo. Et là, les choses sont claires. Pour nous, il n'est pas question de trouver une manière de travailler avec l'imposteur, en tout cas dans les conditions actuelles. Donc Michel, il fait ce qu'il a à faire dans le cadre qu'il a choisi tout seul et nous continuons notre route. C'est aussi simple que cela. Voilà. Vous êtes satisfait? Merci. Pour le reste, je vais devoir demander votre indulgence parce que je dois aller régler d'autres questions. Merci beaucoup. Bonne continuation. On applaudit pour le président Alassane à l'Assemblée. J'arrive à Libreville, je suis à travers les réseaux sociaux les mouvements ou le mouvement lancé par le candidat Jean-Gaspard Ntoumaï. Ça fait chaud au cœur.
ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, parce que la chose vide ne paye pas. Le vide ne paye pas. Et le temps, il joue en faveur du pouvoir. Il fut un temps où les gens ne pouvaient pas sortir de leur maison. Mais aujourd'hui, ils se sont trouvés de nouvelles carapaces et ils sortent. Mais mon plaidoyer, c'est que ce qui se passe à Libreville, nous n'avons ni tous les journaux qui paraissent à Libreville, ni l'information de toutes les télévisions et les réseaux sociaux, combien de gens les suivent à l'intérieur. Le Gabon ne se résume pas à Libreville. Et à l'intérieur, je veux dire, si ce n'est pas nourri, si ce n'est pas entretenu, les formations politiques de l'opposition ne sont pas claires. Notre combat, c'est le combat de l'alternance. L'essentiel, c'est de chasser l'imposteur et puis après, on peut s'organiser, s'arranger, s'entendre, on trouvera toujours la place pour tout le monde. Nous sommes face à un combat, à une lutte, où il y a des gens qui viennent nous prêcher qu'aller aux élections, c'est cautionner un riche. La meilleure position, c'est ne pas aller aux élections. Pourquoi? Ils disent demain, je suis de Logo et il y a des populations de Logo et qui habitent à Barba. Je dis, je vais et je soutiens le candidat qui est à Barba. Et je dis à tout le monde, vous êtes de l'intérieur, vous êtes à Libreville, vous ne pourrez pas aller voter chez vous, mais soutenez le candidat de l'opposition, il est mieux placé, soutenez-moi ce candidat. Il dit non! Il se bat pour ses propres intérêts. Demain, on va le coopter pour être membre du gouvernement d'Ali. Je dis, c'est dommage. À l'intérieur, nous sommes moins informés. Il faut vous le dire clairement. On se bat, il y a une opinion ici, à Libreville, mais à l'intérieur, ce n'est pas la même opinion. Moi, je suis à Makoko et je suis du même siège que Bidivisé. Mais Ali Bongo ne s'est jamais présenté pour justifier ses imperfections. Nous sommes ni son incapacité. Mais celui qui le fait, c'est Bidivisé. Et il le fait à Libreville. Mais pour se présenter, il vient à Makoko. Je voulais, profitant de la présence du président Jean-Pierre, dire qu'il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on arrête parce que tout le monde suscite des candidatures, mais ces candidats viennent pour combattre l'opposition même. Des gens qui ne vivent pas, des gens qui n'existent pas, mais parce qu'on pense qu'on va les financer pour venir à une élection. C'est la même chose. C'est comme les candidats indépendants. Nous savons d'où ils viennent. Qui peut financer les candidats indépendants? Alors, allons-nous avoir des candidats indépendants dans l'opposition? C'est ma question. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. La situation est grave. Elle est grave. La deuxième de mes filles, elle est docteur. Mais quand elle est partie, elle a pris à Franceville, elle a tout fait, tout le cursus. Mais quand il faut soutenir son doctorat, on dit, ah, elle s'appelle qui? Véanzougué Amandine. Mais elle ne peut pas. On dit, non, il faut demander à l'Institut Pasteur
de donner la bourse pour le financement pour qu'elle aille soutenir. On fait comment? Nous, quand on allait à l'école, c'était pour venir et on devait travailler. Dès que tu as le bac, tu sais que tu vas faire là, tout ce que tu peux faire, tu viendras et tu auras la place. Mais le problème qui est posé aujourd'hui, c'est que s'il y a coalition, il faudrait que cette coalition nous revoie. S'il y a candidat, il faudrait qu'on soutienne le candidat et que la coalition soit claire. Elle veut quoi? Elle veut quoi? Un député de la coalition? Ou alors elle veut qu'on aille aux élections pour l'élection? Monsieur Toutoulaï, vous êtes mon jeune frère. Je vous aime. Je vous admire. J'admire votre courage. Et l'initiative que vous avez prise, c'est une initiative louable. L'élection présidentielle, l'élection législative, on ne sait pas quelle est la date. Mais vous êtes l'unique candidat de l'opposition qui, dans le pavé à Libreville, pour dire il faut déjà qu'on donne la parole au peuple. On vous donne la parole à vous. C'est vous. Vous, je vous regarde dans les yeux. On vous utilise pourquoi? Pour vous donner à la veille de l'élection 100 000. Oui, ça peut être 50 000, ça peut être 100 000. Mais 100 000, est-ce que vous avez bien fait le compte? 100 000. Lui, il va se faire élire et il te donne 100 000. 100 000, tu dois diviser 100 000 par 5. Pour les 5 ans qui passent, 100 000 par 5, ça fait combien? 20 000. 20 000, vous divisez 20 000 par 12. Ça vous donne ce qu'il vous paye tous les mois pendant toute l'année. 20 000 divisé par 12, c'est moins de 2 000 francs. Ah, c'est tout ce que tu vaux avec ta femme, tes enfants, les côtés de tes côtés. On mérite cette misère-là. Et vous insultez le Malien. Vous insultez le Burkinabé. Non, je crois qu'on est tombé trop bas. Parce qu'Ali, même s'il est venu avec tous ses frères qui sont venus, mais attendez, combien on gagne à une élection? Parce qu'après 5 ans, on doit les revoir. Si on t'a donné seulement 100 000, tu penses vraiment que pour ça, tu dois voter encore le PDG? Je vous pose cette question. 20 000 divisé par 30. Tu vois ton salaire journalier. Non, vous voyez, ça me fait pleurer, j'ai des larmes. Nous, on souffre à l'intérieur. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a les délestages, il n'y a pas de médecin. Je suis dans le Goïbido, il n'y a qu'un seul médecin à Makoko. À Mekambo, il n'y a pas de médecin. À Ovan, il n'y a pas de médecin. À Boué, il n'y a pas de médecin. Mais on passe minimiser sur millimètre. Personne, je suis ministre. L'autre machin m'a mis à je suis ministre de quoi? C'est quoi? Pour qui? Vous voyez, la souffrance, c'est grave. C'est pénible. Merci. Je ne veux pas passer le nom de mon grand frère. Je veux seulement qu'on applaudisse pour l'opposition à Makoko. Je vais laisser la parole à celui qui veut la parole.
tous. Alors, je m'appelle Olga Metogo. Je suis militante de l'Union nationale et je réside à Mbonje. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, vraiment, qui bosse notre détermination à aller à ces élections. Nous sommes un parti politique. Un parti politique est d'abord un acteur politique. Et pour jouer ce rôle d'acteur politique, on doit avoir des élus. Et si nous n'avons pas d'élus, ce n'est pas la peine qu'on ne peut pas nous considérer comme des acteurs politiques. Et en plus, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette loi. Il y a une loi qui a été prise l'année dernière sur les réunions et les manifestations publiques. Cette loi dit que les personnes qui peuvent organiser des manifestations, des réunions publiques sans demander l'autorisation, ce sont les parlementaires, ce sont les élus locaux. Et toute autre personne qui veut demander à se réunir doit avoir l'autorisation. Donc, en tant que parti politique, si nous voulons continuer à exister, il nous faut donc avoir des élus. Et cette loi prévoit que toute personne qui n'obtient pas l'autorisation devra est passible d'une amende qui va de 200, je crois, à 500 000 et même d'un emprisonnement. Alors, vous comprenez bien que nous, en tant que parti politique, nous n'avons pas d'autre choix. Et connaissant le comportement des autorités de ce pays, c'est sûr que si nous n'avons pas d'élus, nous allons juste continuer à aller à la télé, à réagir dans les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant. Notre rôle, c'est d'être cet intermédiaire entre les populations et le gouvernement. Donc c'est très important pour nous d'aller à cette élection. Le deuxième point que j'aimerais aussi évoquer, c'est celui de notre participation à cette élection par rapport à la coalition. On a beaucoup évoqué, on a dit qu'on va à cette élection dans le cadre de la coalition où nous voulons présenter des candidatures uniques sur les 443 sièges pour avoir la majorité parlementaire. Et si nous avons en ayant cette majorité parlementaire, nous avons plus de possibilités de choisir un premier ministre. Mais il faut être certain que malheureusement, le président, le chef de l'État n'est pas obligé, ne sera pas obligé de choisir un premier ministre qui sort qui est de la majorité parlementaire, parce que la Constitution ne l'y oblige pas. Mais quand nous sommes dans un régime politique à la fois parlementaire et présidentiel, pour que le gouvernement puisse mettre en œuvre une grande partie de son programme, il a besoin d'avoir la confiance du Parlement. S'il n'a pas la confiance du Parlement, il lui sera difficile de mettre en œuvre sa politique, puisqu'il lui faut le quitus de l'Assemblée nationale pour pouvoir mettre en œuvre sa politique. Maintenant, si le chef de l'État décide de ne pas nommer un premier ministre qui sort de la majorité parlementaire, si nous avons la majorité parlementaire, ce que nous pouvons faire, la Constitution nous autorise à voter une motion de censure contre ce Premier ministre qui aura été désigné, et ce Premier ministre issu de la minorité parlementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État décide de nommer quelqu'un qui n'est pas dans la majorité parlementaire comme Premier ministre. Nous, ayant la majorité parlementaire, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'Assemblée nationale et comme nous sommes majoritaires, on va voter une motion de censure pour empêcher, pour demander la démission de ce Premier ministre. Maintenant, le chef de l'État peut décider de ne pas nous écouter, il peut décider de le conserver. Mais seulement, il ne faut pas oublier une chose, le chef de l'État est le garant. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, il aura tout intérêt à choisir ce Premier ministre qui vient de la majorité parlementaire pour éviter que nous ayons une crise institutionnelle dans le pays.
Donc c'est pour cela que nous voulons vraiment avoir cette majorité parlementaire pour pouvoir gérer l'exécutif demain. Voilà. Voilà, c'est technique mais assez clair pour qu'on applaudisse très fort. Qui d'autre prend la parole? Merci, Président. Je suis Madame Tati Koumba, comme j'ai été présentée tout à l'heure. Donc je suis effectivement candidate au premier arrondissement où je réside, et plus particulièrement au 2e siège. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce que Olga a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité d'avoir la majorité au Parlement. Nous souhaitons juste effectivement aller à l'Assemblée nationale pour avoir la majorité parlementaire. Il ne s'agit pas pour nous d'aller à l'Assemblée simplement pour défendre des positions où à ce moment-là nous aurons simplement à influencer les décisions qui seront prises. Nous souhaitons surtout avoir la majorité pour pouvoir justement être en position de force, c'est-à-dire pouvoir gouverner. C'est ça l'objectif. Notre objectif est clair, pouvoir gouverner. Parce que si nous avons effectivement la majorité et que le Premier ministre sort de nos rangs, c'est vraiment un boulevard qui s'ouvre à nous. Un boulevard qui s'ouvre à nous dans le sens que c'est l'opposition qui va réellement gouverner. Ça veut dire que l'opposition, nous allons déjà pouvoir défaire tout ce qui a été fait par les émergents, parce que nous aurons la possibilité de faire des propositions de loi. Donc ce n'est pas, l'élection législative n'est pas une élection banale. C'est une élection très importante, pratiquement au même niveau, même si c'est un niveau inférieur, que l'élection présidentielle. C'est une autre façon de prendre le pouvoir. C'est une autre façon de prendre le pouvoir. C'est une façon qui est un peu plus longue, parce qu'elle met un peu plus de temps, mais elle permet aussi de prendre le pouvoir. Si je prends simplement l'exemple des élections dont nous parlons, imaginez simplement que nous gagnons les élections comme nous le souhaitons et nous le pensons. Nous pensons que nous allons les gagner et que nous ayons la majorité parlementaire. Que le gouvernement soit donc issu de nos rangs, mais nous désignons un ministre de l'Intérieur qui sera forcément de nos rangs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pourrons donc même déjà préparer l'élection présidentielle de 2023. Il faut se projeter. Nous ne voulons plus arriver en 2023 en victime expiatoire en disant bon, nous venons là participer simplement à une élection, alors que nous aurions laissé auparavant le PDG prendre tous les leviers de l'administration. Nous avons là une opportunité très importante de pouvoir enfin avoir les leviers de l'administration, les leviers du pouvoir. C'est très important. Il ne s'agit pas d'aller chaque fois se présenter au présidentiel en sachant que tout a déjà été verrouillé auparavant. Donc, l'élection législative n'est pas une élection banale. Et chaque Gabonais doit se sentir concerné. Chaque Gabonais doit pouvoir se lever et se dire « Je suis concerné par cette élection ». Parce que là où se prennent les lois, c'est l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on l'appelle la maison du peuple. Parce que c'est là où se prennent les lois. Chacun doit se sentir concerné.
J'entends souvent dire des personnes, ah moi je ne fais pas de politique, je ne suis pas concernée par la politique. C'est une erreur. Je dis que c'est une erreur parce que nous sommes tous concernés. Les lois qui sont prises à l'Assemblée nationale ne sont pas prises pour une catégorie spéciale de Gabonais. C'est tous les Gabonais, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la majorité, ce sont des lois qui s'appliquent à tout le monde. Donc chaque Gabonais doit se sentir concerné. Chaque Gabonais doit se dire, moi, je vais aller voter parce que je veux améliorer mes conditions de vie. Et ça, nous ne pouvons le faire qu'à travers les lois qui sont prises à l'Assemblée nationale. Donc, il est important que chacun en soit conscient. Il est important de donner la majorité à l'opposition parce que ça nous permet de préparer l'avenir de ce pays dans de meilleures conditions. Ça nous permet de nous projeter sur le plan d'autres élections qui sont plus importantes. C'est sur ce point que donc je voulais insister. Je vous remercie. Je me permets encore de préciser mon identité. Je suis Sosten Ngema. Mon président m'appelle le Taliban, oui, parce que il y a des situations qui amènent que les gens deviennent effectivement des talibans. Moi, personnellement, je dis qu'il faut qu'on aille à l'Assemblée pour plusieurs raisons. Les raisons ont déjà été évoquées, mais je pense aussi qu'il y a un point qui dit que lorsque vous êtes majoritaire à l'Assemblée, le président de l'Assemblée peut initier une modification des lois, de la Constitution. Voilà que si nous sommes majoritaires à l'Assemblée, le président sera de l'opposition et il peut initier une modification de notre Constitution et on nettoie toute la saleté qu'ils nous ont mis dans notre Constitution. C'est aussi un point très important. C'est-à-dire on est majoritaire et on a la possibilité d'initier une modification de la Constitution et dire tout ce qu'on a ajouté, on ne veut pas me mettre en prison, je ne peux pas faire ceci, on enlève tout, on ramène tout ce qui est normal dans un pays normal. Et puis pour revenir sur cette affaire de préparer des élections, honnêtement, si nous voulons qu'en 2023, je ne dis pas qu'on ne doit pas l'enlever d'ici 2023, mais il faut envisager toutes les hypothèses. Si on est amené jusqu'à l'an 2023, ce qui nous embête souvent, c'est que on laisse le PDG avec la famille qui nous embête, gouverner, avoir toutes les institutions, et à un an des élections, c'est là où les gens se lèvent souvent pour dire c'est moi le plus fort, je vais enlever les bombes. À un an. Mais ce n'est pas possible. Il a toutes les institutions. Il est allé négocier même déjà à l'extérieur du pays pour qu'on lui redonne le pouvoir. Quand nous le levons, souvent, il est trop tard. Il a scellé toutes les cordes. C'est maintenant ou jamais où nous pouvons commencer par affaiblir ces gens-là. Ça veut dire on prend l'Assemblée, c'est une part du pouvoir qu'on arrache. On prend le Sénat, une autre part du pouvoir qu'on arrache. Ça veut dire que lorsque nous allons aller à une élection, si nous avons le gouvernement en même temps, il est très affaibli. Il est extrêmement affaibli. Si nous avons l'Assemblée, le Sénat et le gouvernement, vous comprendrez très bien que le mec, il est affaibli. Quand on va à une élection comme ça, il est affaibli. Nous n'allons pas, alors que le gars à l'Assemblée, il a le Sénat, il a le gouvernement, il a toutes les institutions en main. La possibilité de lui arracher ce pouvoir, elle est très faible. Donc, les gens qui disent qu'il ne faut pas aller parce qu'on va lui donner, c'est un faux débat. C'est un faux débat. À la limite, moi je dis toujours ce que je pense, c'est les gens qui veulent lui donner tout le confort possible pour nous remettre ça en 2023. Il est temps qu'on essaye de tout faire pour lui arracher le maximum de pouvoir, aussi bien l'Assemblée et le Sénat, qui sont à notre portée. Et même s'il ne veut pas mettre un Premier ministre de l'opposition, mais on aura quand même l'Assemblée et tous les mouvements sont permis. Il y a autre chose. Moi-même, j'ai dit je vais à l'Assemblée pour une deuxième raison. Ça se trouve, lorsqu'on va aller, ils vont encore faire leurs acrobaties et puis ils vont dire ah c'est nous les majoritaires et tous les gens vont nous dire fait comment. On va aller quand même, mais on est minoritaires. Et moi avec des amis qui ont à peu près le même âge que moi, qui allaient à l'Assemblée, on a dit ils seront peut-être majoritaires en nombre, mais en nombre de coups de poing non, parce que nous on va taper plus vite que eux. Je veux dire par là, nous avons vu dans les assemblées, quand ça ne va pas,
les députés se tapent dessus, on a tous les charges, personne n'ira en prison. Dès qu'on va les taper une fois, parce que je suis là, l'autre là, le vieux président qui va arriver, le temps qu'il soulève, je le mets trop court. Ça veut dire que tous les jeunes, même si nous sommes 10 et qu'ils sont 70, on a tellement une rapidité de frappe qui va faire que très rapidement ils vont prendre plus de coups que nous. Et lorsqu'ils reviendront pour essayer de refaire de l'arrogance, je dis bien arrogance, c'est-à-dire ils savent qu'ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas pris le pouvoir, mais ils se sont autoproclamés députés. Mais leur discours devant nous va commencer par être soigné pour dire les talibans qui sont là-bas viendront encore nous frapper si on parle encore d'arrogance. Et ça, c'est sérieux. On aura tous des écharpes. Si ces gars-là nous volent encore l'Assemblée, ils ne nous voleront pas nos coups de poing parce qu'ils vont se faire bastonner pratiquement à toutes les séances. Je vous remercie. Oui, vous voyez, si vous laissez le micro à ces gens-là, vous allez vous plaindre que vous n'avez pas parlé. Parce que quand ils commencent, ils vont commencer un à un, il faut vous garder ce matin. Je pense qu'il est important aussi que vous puissiez vous exprimer. Ne vous laissez pas impressionner, ce sont vos compatriotes. Et ils prennent la parole parce qu'ils ont l'impression que vous ne voulez pas la prendre, mais si vous voulez la prendre, vraiment prenez-la. On se pose, nos compatriotes se posent une question à juste titre, qui est de dire qu'est-ce que les Gabonais gagnent à ce que l'opposition ait une majorité à l'Assemblée. C'est une question qui se pose et qui est juste. Peut-être que nous n'y répondons pas suffisamment. Peut-être dans nos têtes, on n'arrive pas à y répondre suffisamment. Ma petite connaissance de nos institutions est telle que j'en ai dit aux Gabonais, s'ils devaient choisir entre un président de la République et une majorité à l'Assemblée, dans leur intérêt, qu'ils prennent la majorité à l'Assemblée. Dans leur intérêt à eux, qu'ils prennent la majorité à l'Assemblée. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est que la France est un pays vers lequel on regarde souvent. Chaque fois qu'il y a eu une cohabitation, c'est-à-dire que le président était d'un bord politique et l'Assemblée était d'un autre bord politique, on dit toujours que c'est le pays qui a été gouverné par le Premier ministre qui était de l'Assemblée. Et l'Assemblée ne gouverne pas. Une fois qu'on gagne une demi-majorité, c'est le PDG qui est opposant. Donc, en réalité, quand on vous dit qui a gouverné la France de 1997 à 2002, on vous dit c'est Jospin. Mais le président s'appelait Chirac. Mais tout le monde dit non, c'était la France est dirigée par Jospin. Parce qu'effectivement, celui qui dirige le pays, c'est celui qui a la majorité à l'Assemblée. Je vais prendre les choses concrètement. Si nous, on avait la majorité à l'Assemblée, on n'aurait pas acheté cette voiture à 650 millions. Ce n'est pas possible. Si on avait la majorité à l'Assemblée, Ali ne serait pas allé à la Coupe du Monde en Russie. Parce que c'est le gouvernement qui dirige les caisses de l'État. C'est le gouvernement qui dirige l'administration. Ce n'est pas le président. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est le président qui dirige tout, parce que l'Assemblée est détenue majoritairement par le parti du président. Le jour où le président n'a pas de majorité à l'Assemblée, même pour partir de chez jusqu'au travail, c'est le gouvernement qui met le carburant dans la voiture. Si on dit que cette année il n'y a pas assez d'argent, tu ne pourras plus rouler avec 4 voitures, ça va être 2 voitures, ça va être 2 voitures. Donc, de la même manière, si on veut que les écoles se construisent, si on veut que la vie des Gabonais s'améliore, il faut avoir la majorité à l'Assemblée pour que cette majorité à l'Assemblée prenne les bonnes décisions pour gouverner le pays correctement. Je pense qu'il faudrait que nous le comprenions. C'est pour ça que je suis un peu surpris par les compatriotes qui disent si vous allez aux élections législatives, vous êtes complices. Mais si ces élections arrangeaient ce monsieur, il les avait organisées depuis longtemps. Il devait les organiser en décembre 2016. Là, ils sont en train de réfléchir peut-être
à comment éventuellement on pourrait encore obtenir. Là maintenant, bon, là maintenant c'est les semaines de prolongation qui se jouent parce que le temps devient court pour eux. Si c'était bien pour eux, les élections auraient été organisées. Depuis quand ça redoute votre adversaire, vous allez vous aussi le redouter. Je n'ose pas leur faire injure en disant j'ai de bonnes raisons moi aussi de commencer à les soupçonner. Parce que de nos compatriotes qui nous disent nous on est opposants, on va pas aux élections d'Ali Bongo. Je commence à avoir de bonnes raisons aussi à me dire on dirait qu'eux aussi sont un peu suspects. Parce que s'il y a quelqu'un qui nous a démontré qu'il n'a pas intérêt à ce que le législatif ait lieu, c'est l'imposteur qui a ordonné. Sinon, ils auraient fait depuis longtemps. Ce n'est pas une question d'argent. C'est pour mon métier, il y a assez d'argent pour organiser les élections. Il y a assez d'argent. Les élections ne coûtent pas si cher que ça. Payer les fonctionnaires à la fin du mois, c'est 5 fois plus d'argent qu'il ne faut pour faire les élections. Donc on peut. Je pense qu'il faut vraiment que nous ayons conscience de dire que aller à ces législatives en tant que citoyen, c'est jouer notre destin. Après, les hommes politiques, ils ont toujours intérêt à toutes les élections. Les hommes politiques. À toutes. Donc ça c'est. Mais pour un Gabonais, je pense qu'il faut se dire que à ces élections législatives, peut-être. Et si on choisit les femmes et les hommes qu'il nous faut, nous allons peut-être commencer à trouver les réponses à nous. Et peut-être même aussi, ça ne plaira pas à tout le monde, que ce n'est pas si mauvais que ça d'avoir, à un moment donné au pouvoir, deux personnes qui ne s'entendent pas. Dans mon métier, je suis financier, on a organisé une bataille permanente entre l'ordonnateur, celui qui dit qu'on doit dépenser, et le comptable. Parce qu'on s'est dit, si les deux s'associent, ils vont rouler le pays. Peut-être que si on a à un moment donné un gouvernement qui n'est pas du même bord politique que le président, c'est le peuple qui gagne. Parce que quand les deux s'entendent, comme c'est le cas en ce moment, ils s'entendent dans le dos des Gabonais. Moi sur le dos des Gabonais. Mais si à un moment donné, le président est d'un bord, le gouvernement est d'un autre bord, à mon avis, dans la situation de notre pays, il n'y a que les Gabonais qui vont. Il est vraiment dans notre intérêt à nous-mêmes en tant que citoyens de clarifier les choses. Comme le disait Jean-Christophe, même pour lire la loi de finances, je ne parle pas d'y réfléchir, pour lire, vous ne pouvez pas en 2 jours. Je vous le dis, je me donne souvent les documents, si on les pose par terre, ils sont géniaux. Entre le document de loi et toutes les annexes, jusque-là. Chaque ministère a près de 100 pages. Donc en 2 jours, on ne pouvait même pas tout lire, mais vous votez en 2 jours. Parce qu'ils sont complices entre eux. Donc l'autre a dit, écoutez les gars, c'est bon, vous aurez votre part, votez seulement, parce qu'on est pressé. Mais si les deux ne sont pas du même bord, il n'y a plus personne pour appeler notre téléphone. Donc, aller aux élections c'est une chose, mais choisissez vraiment, moi je veux dire à mes compatriotes, pour votre propre vie, votre propre destin. On a besoin, pour notre pays, de commencer à sortir. Quand on parle de passer à autre chose, tout le monde, tous les Gabonais, même les PDG. Ali, je ne sais pas. Même Isosé, il sait que c'est pas bon. Il sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il n'osera pas partir de lui-même parce qu'il faut beaucoup de force pour partir de soi-même. Mais je pense que le jour où on lui dira qu'il doit partir, il pourra bien dormir au moins. Il sera soulagé. Vraiment. Il faut... C'est difficile. Vous voyez, peut-être parce qu'on est habitué à être dedans, on en oublie l'habitude. C'est difficile. Ce qu'on demande aux gens est compliqué. Moi, je sens avec des jeunes et des moins jeunes. Mon ami qui était là tout à l'heure, il m'a dit. Il dit, non, après ce que j'ai vécu le 31, il me parle un peu d'élection. Je lui dis, si tu ne vas pas aux élections, on fait comment? On fait quoi exactement?
Et en même temps, on n'a jamais gagné une bataille démocratique en un jour du premier coup. J'ai commencé en 2009, par le hasard des élections. Avant, je ne faisais pas de politique, j'ai commencé en 2009. Oui, en 2009, on a eu les élections. Je pense, je suis persuadé, on dirait que pour les Gabonais aussi, qu'on a gagné les élections en 2009, puisque j'étais avec Baoba. On n'a pas pris le pouvoir. Donc moi aussi, je vais lui dire en 2016 que non, il n'y a pas d'élection, il faut d'abord que Baoba soit président, même s'il est mort. Non, on s'est dit, il faut repartir. On est reparti avec tout. On a encore gagné. J'ai même envie de dire, on l'a quand même mieux gagné qu'en 2009. Là, même Ali lui-même a reconnu qu'en fait, on n'a pas pris. On n'a pas pris le pouvoir. Il n'est pas au bord de mer. Ce n'est pas une raison pour renoncer. Ce n'est pas une raison pour renoncer. Je le dis, les plus âgés savent qu'on n'a pas tout réussi dans la vie du premier coup. Aux plus jeunes, j'ai envie de dire, si au premier échec, vous abandonnez, vous ne ferez rien. On est là, on a redoublé les classes. Tu viens à la rentrée, tu recommences dans l'année scolaire, tu finis par passer. Tu as mis soin des logements primaires à l'université, c'était difficile. J'ai eu 4 de moyenne au premier partiel. On m'a même dit qu'il faut abandonner, j'ai dit non. On a fini par y arriver. Il n'y a rien de facile. Rien ne vous est donné dans la vie. Les choses s'arrachent. Il faut aller les chercher. C'est ce que j'ai envie que nous retenions de nos échanges. Que je ne viens pas vous apporter des solutions toutes faites. Je ne viens pas vous dire que c'est facile, demain on a gratis. Je vous dis qu'on a quelque chose de compliqué à faire. Construire notre pays, assurer l'avenir de nos enfants. Et qu'on ne doit pas, pour cela, renoncer à la première difficulté. On doit continuer. Même quand on est fatigué, on doit se reposer un peu et repartir. Ceux qui vous disent, on ne fait rien, il faut qu'Ali Bongo parle. Au fond, c'est un peu comme quand on parle au campement, quand vous revenez à la route un peu longue, il y a quelques qui vont avancer déjà, moi je reste. Ils sont un peu fatigués. Laissons-les se reposer, mais avançons. On ne doit pas s'arrêter. Moi je le redis un peu pour prendre le pas de Nazar en disant, prenez la parole, exprimez-vous, dites ce que vous pensez. Je pense que même de se parler, on en a besoin. Parce que ça peut devenir compliqué à un moment. Même de se parler. Si tu veux prendre la parole, vraiment il n'y a pas quelqu'un ici qui est juge pour corriger quoi que ce soit. Il ne vous fera rien, il ne vous arrivera rien si vous avez envie de dire quoi que ce soit. Vous pouvez vous être. Bon, merci déjà d'avoir été là pour nous écouter. Oui, on a choisi de faire de la politique, de nous engager pour aider notre pays à mieux avancer. C'est pour cela que nous le faisons. Et l'habitude des échanges que nous avons dans nos réunions fait peut-être que nous avons plus de facilité que les uns et les autres à prendre la parole. Et je comprends que ou parfois vous avez peut-être juste envie de nous écouter et que vous n'avez pas forcément envie de prendre la parole. Je le conçois. Nous ne devons pas cesser de vous le dire et de vous le redire. Dans la situation actuelle de notre pays, j'ai le sentiment personnel à 50 ans que je n'ai plus rien à attendre, c'est trop tard, personnellement. Celui qui a 50 ans aujourd'hui, qui pense qu'il peut encore obtenir quelque chose de ce pays, je lui conseille d'aller campeler ou la Banque centrale ou le Trésor. Mais de manière normale et régulière, non. Je le dis pourquoi. La seule promesse que je peux faire à mes compatriotes, c'est de dire, je ne vous mentirai jamais.
les problèmes de ce pays que nous allons devoir régler lorsque nous allons virer ces gens-là vont nous prendre des années et des années. On va avoir besoin de nous mettre au travail pour que, au mieux, nos enfants puissent retrouver un pays à peu près normal. Pour que nos petits-enfants puissent espérer un pays prospère. Parce que les dégâts qui ont été commis en 9 ans ont presque remis en cause les efforts, pas extraordinaires pourtant, mais les efforts de 50 années qui partaient de l'indépendance jusqu'en 2009. Moi je le dis, je le crois, et s'ils veulent le contester, on peut en parler. On va devoir repartir de très loin. En 60 encore, vous savez, il est plus facile de construire une maison sur un terrain vague que de venir construire une maison sur des maisons mal construites. En 60, il n'y avait rien, donc on pouvait construire sur un terrain vague. Là, on va devoir venir construire une maison en remettant en cause les acquis des uns, les défauts des autres, les mauvaises habitudes prises. Il faudra accepter de dire à son frère, tu n'es pas au bon endroit, on va te déplacer, ta place est là-bas. Dès que vous avez dit ça, réunion de famille. Eux, ils sont arrivés, on dirait qu'il est arrivé là-bas pour régler mon problème. Il m'a enlevé ma place. Il faut donc, mais si nous ne le faisons pas, on ne risque pas de transmettre à nos enfants un pays normal. On va leur transmettre tous les problèmes que soit nous-mêmes on a provoqués, soit on a laissé se provoquer en ne faisant rien. Vraiment, notre pays est dans une situation difficile, chaotique, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même au niveau relationnel. Même au niveau relationnel. J'ai pris le parti, malgré qu'on m'ait présenté avec mon nom. Quand je me suis présenté ici, je n'ai pas voulu vous dire de quel ethnie j'étais, ni de quelle province je venais. Parce que quand on m'a élevé, je n'ai jamais été dans une école au nom de mon ethnie ou de ma province. Je n'ai jamais été dans un hôpital où on m'a dit, bon, tu es de quelle province? Parce que là-bas c'est G1. Là-bas on soigne G2, là-bas on soigne G3. Non, vous êtes malade, le médecin vous dit, allez-y, on vous soigne, c'est tout. Même au niveau relationnel, au niveau des rapports interhumains, on a du mal. On est tombé très bas. Quand quelqu'un vous appelle au téléphone, dès que vous échangez 3 phrases, il dit non, on est au téléphone. Ou bien il te dit, passe sur WhatsApp. Parce que il se dit que les gens du B2 ou de machin sont en train de m'écouter. Si je dis quelque chose, je me retrouve dans un problème, je vais perdre mon travail. On ne peut pas vivre comme ça. C'est quand j'étais enfant, sur le parti que je voyais quand on est à la maison, quand tu vois les parents commencent à baisser la voix, on parle des choses qui font que les gens, s'ils entendent ça, on est revenu à ça. On est revenu à ça. On ne peut pas construire un pays et vivre comme ça. Donc si vous voyez qu'à un moment donné, certains d'entre nous, on ne dit pas abandonne, mais consacre beaucoup de temps à cela, c'est parce qu'à un moment donné, Mino est là, il est médecin. Mais je pense que dans son raisonnement aujourd'hui, il soignerait plus de Gabonais ici que dans un cabinet à l'hôpital. Parce que le vrai mal, à l'hôpital, ce sont les conséquences. C'est-à-dire que ce sont les maladies qui sont nées ici qui amènent les gens à l'hôpital. Et qu'à un moment donné, c'est là que vous allez trouver des médecins engagés en politique parce qu'ils savent que toute la misère qui vient atterrir chez eux, en fait, ces sources sont dans la société et qu'il fallait régler les problèmes. Et que
On accepte parce que c'est comme ça que le citoyen parle. Mais de vous à moi, je ne parle pas pour moi, mais pour les autres. Vous faites un mauvais procès aux hommes politiques quand vous pensez qu'ils roulent pour eux-mêmes. Vous faites un mauvais procès aux hommes politiques. Vraiment, moi je les fréquente, certains, depuis un certain nombre d'années. S'ils voulaient rouler pour eux-mêmes, ils feraient autre chose. S'ils voulaient rouler pour eux-mêmes, les 43 ministres d'Ali Bongo seraient des opposants. Quand vous voyez 1, 2 ou 3 partir, il y a 50 qui ont refusé d'y aller. Et je sais de quoi je parle. Ne regardez pas les 3 qui sont partis. Regardez les 50 qui ont refusé de partir. C'est eux. C'est eux qu'il faut se féliciter. Nous n'arrêterons pas de venir vous trouver pour discuter avec vous. On vous dit d'aller voter. Mais moi, je vous disais ça la dernière fois. Ne votez pas pour moi. Votez pour vous-même. Votez pour ce qui est bien pour vous. Et si le PDG est bien pour vous, Dieu m'en préserve, votez pour le PDG. Mais surtout, ne restez pas chez vous assis le jour du vote. Levez-vous, allez choisir ce qui est bien pour vous-même. Et chaque peuple est assez mûr pour choisir ce qui est bien pour lui. Si ce n'était pas le cas, Ali Bongo aurait gagné même une demi-élection. S'il n'arrive pas à gagner la moindre élection au Gabon, c'est parce que tout peuple sait choisir ce qui est bien pour lui. Et les Gabonais savent très bien que ça, c'est pas bien pour eux. Que ça, c'est pas bien pour eux. Je vous remercie encore donc pour l'échange qu'on a eu. En général, les jeunes qui sont avec nous prévoient un pot quelque part à côté. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu aujourd'hui. On va aller boire un verre ensemble quelque part pas loin d'ici avant de nous séparer. Je vous remercie encore à toutes et tous. N'oublie pas, oh non, pas les faux pas. N'oublie pas les premiers pas vers la liberté. N'oublie pas, oh non, pas les faux pas vers la liberté. Il y eut le premier, qu'on crut le dernier.